Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud. Le film, non, la série d'aujourd'hui sera Jessica Jones saison 2. Petit aparté, je vais probablement faire une export de ma critique de la saison 1 qui était en fait dans une grande critique de 2 heures que je faisais sur les séries de... la série grosso modo, les séries qui font partie du groupe les Defenders, donc Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, et je vais du coup les découper un petit peu pour que vous sachiez, si vous voulez pas vous taper tout l'épisode, ce que je pensais de la saison 1 de Jessica Jones en détail. Et je vais la sortir là dans les jours qui viennent. Après donc cette critique que vous êtes en train d'écouter. Alors, Jessica Jones, ça a été créé par Melissa Rosenberg, en tout cas la série télé, puisqu'à la base c'est un comics. C'est disponible en téléchargement sur Netflix depuis le 8 mars 2018. Petite parenthèse tout de suite, je trouve ça intéressant de donner la date, donner le système de visionnage, puisque ça influe aussi sur la manière dont on voit les choses. En l'occurrence, ce n'est pas une série comme Game of Thrones où l'épisode passe un par semaine. Ça a l'air bête dit comme ça, mais en fait ça a été une vraie question pendant un moment de savoir quelle identité des séries qui étaient donc données à être téléchargées comme ça en pack, 10, 13 épisodes ou plus, allait être regardé, quel retour du public ça allait être, et comment, entre guillemets, en jouant complètement le jeu de la vidéo à la carte à la maison, les productions allaient avoir une idée un petit peu du budget ou de ce qu'elles peuvent mettre pour une éventuelle saison 2, une éventuelle suite ou d'autres séries du même style. Et en l'occurrence, c'est intéressant de garder à l'esprit que toutes les séries de Defenders ont été produites pour être téléchargées sur Netflix, puisque c'est la network qui les a produits, et sont donc visionnables comme ça de manière libre. C'est pas du tout anodin dans l'écriture et dans la manière dont ces séries sont pensées, et il y a eu de vrais changements, je trouve, entre les saisons 1 et 2 de ces différentes séries, qui ont finalement rejoint un peu plus le style de production qu'on voit à la télévision. Là où ces séries étaient un peu écrites dans un premier temps, et notamment pour les premières saisons, pas forcément pour Jessica Jones, mais j'expliquerai ça après, mais par exemple pour Luke Cage, c'était beaucoup plus frontal, ou même pour Iron Fist, il y avait vraiment un délaissement de certains systèmes, qui étaient des systèmes de séries télé. C'est-à-dire que le principe de la série télé, c'est vous donner envie de voir l'épisode suivant. Je caricature, hein, puisque c'est un peu le côté un petit peu capitaliste, merchandising et tout ça, vendre sans arrêt. Mais quelque part, c'est ce qui fait qu'une série regardée, c'est le fameux cliffhanger de fin d'épisode, le truc qui fait qu'on va regarder l'épisode suivant. Et en l'occurrence, dans des séries comme ça, où il y a 10-13 épisodes, donc qui par définition ont une histoire globale et qui vont réellement avancer, contrairement à des séries qui vont avoir un côté beaucoup plus feuilletonesque, dans le genre NCIS ou autre, qui vont donc avoir des résultats, ou ils peuvent avoir des éléments qui ont des conséquences sur les saisons, mais ce sera beaucoup plus lent, ou tout simplement beaucoup moins présent finalement dans la série, qui va garder quelque part une ADN équivalente d'un bout à l'autre, et ça marche très très bien ces séries-là, ça peut faire des vingtaines de saisons faciles. Donc, en l'occurrence, les séries de Defenders n'étaient pas pensées comme ça, et on pouvait voir déjà dans la saison 1 de Daredevil une absence par moment de cliffhanger de fin d'épisode, pas forcément régulièrement, mais un épisode sur 2, en moyenne, on pouvait avoir une absence de cliffhanger, c'était juste, de toute façon tu peux regarder l'épisode suivant tout de suite, donc on compte sur le fait que l'ambiance te plaise et que tu vas suivre l'histoire, non pas comme un film de 2 heures, mais comme un film de 13 heures, je caricature à peine. Et il y avait clairement la série où c'était le plus flagrant, cette absence de cliffhanger, c'était Luke Cage, puisque la série était plutôt réussie. Et on n'avait vraiment pas forcément d'appel vers l'épisode suivant, ou pas systématiquement, je crois qu'il y avait 4 ou 5 cliffhangers sur 13 épisodes, enfin de mémoire comme ça, donc ça m'avait assez surpris. Il y avait un côté film découpé, je caricature, parce que vraiment c'était, de toute façon tu vas regarder la suite, tu l'as téléchargé, tu vas pas t'arrêter à l'épisode 4, je caricature. Et il y avait une sorte je sais pas, une sorte de candeur ou de prise de risque à cet endroit-là que je trouvais intéressante, qui était de dire arrêtons de surjouer le cliffhanger de fin d'épisode parce que ça a tendance à rendre les séries artificielles, caricaturales et ainsi de suite, invraisemblables. Ça force l'invraisemblance hein, quand on est obligé de mettre à chaque fois une chute, quelque chose au bout de 50 minutes d'histoire pour faire en sorte qu'on regarde l'épisode suivant. Et ça peut vite devenir n'importe quoi d'ailleurs. C'est très dangereux de faire des cliffhangers à tout va. Le meilleur exemple que j'ai en tête, que je n'ai pas regardé, mais dont j'ai déjà vu plein de vidéos sur YouTube qui le critiquaient plus ou moins, c'est la fameuse série Lost, où il y a tellement de cliffhangers à un moment donné que la série n'a pas réussi à rebondir complètement en réglant toutes les intrigues et tous les cliffhangers de fou qu'ils avaient mis partout en fin de saison, au milieu, pendant quasiment une grande majorité d'épisodes. Donc pour éviter ce genre d'effet,
on avait visiblement choisi, dans le cahier des charges de la première grande partie de The Defenders, de ne pas aller vers ça. Et c'était flagrant notamment dans la série The Defenders, qui durait, si je dis pas de bêtises, 6 ou 8 épisodes, mais qui avait très peu finalement de cliffhanger pour 8 épisodes. Je crois qu'il y en avait la moitié qui en avait. Les autres se finissaient un peu en mode de toute façon, arrivez là, vous voulez regarder le truc. J'ai déjà fait une critique de The Defenders, je vous renvoie à ma critique de toute la série et vous aurez à la fin ma critique sur The Defenders, la série qui a réuni donc tous les personnages Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage. Et en l'occurrence, là, donc on avait fait ce choix très fort dans la saison 1, ce qui a donné lieu, je trouve, à des séries très intéressantes en termes d'intention. Daredevil, saison 1 et 2, Luke Cage, Iron Fist... non, justement pas Iron Fist, Jessica Jones. Et finalement, ça a fini par un peu un nœud de boudin où on a eu Iron Fist et The Defenders qui assumaient encore cette chose, mais qui était pour le coup moins bien écrite, moins bien pensée, et qui par définition aurait eu besoin de ces béquilles narratives pour continuer d'être tendues et d'être suivies par le public. Et de facto, il y a eu des critiques assez fortes sur la saison 1 de Iron Fist. Tout le monde a estimé que c'était un échec, un raté, auquel je m'associe. Franchement, je pense aussi que c'était un échec. Et The Defenders, pour moi aussi, je considère aussi que c'était un échec au final. Globalement, ça ne fonctionnait pas, il y avait beaucoup trop de choses qui étaient en déséquilibre. C'est une série qui pour moi était mal pensée à la base, mais peu importe. Je vous renvoie à ma critique. Tout ça pour dire qu'on a fini un petit peu sur un côté tiède, cette grande première partie. Ça a assez bien marché, assez bien lancé la hype pour pouvoir lancer des deuxièmes saisons ou des troisièmes saisons, puisque c'est la troisième saison de Daredevil, de chacune de ces séries. Et on aura à la fin une nouvelle saison de The Defenders. Mais en l'occurrence, il y avait vraiment un parti pris très fort qui, malheureusement, s'est mal terminé, qui a mal été reçu. Je mettrais vraiment comme cas un peu limite la première saison de Luke Cage, où on avait un style musical comme ça qui faisait que les épisodes se suivaient comme une chanson. C'était assez étrange, et j'avais trouvé le principe très intéressant. Ça enlevait beaucoup de tension à la série, et du coup, ça la rendait un peu molle, sans compter que la série avait eu la très mauvaise idée de mettre des antagonistes moyens, voire mauvais. Diamondback, c'est un échec complet en termes d'écriture. Et en l'occurrence, je vous conseille de voir le Cage saison 1, ça vous ferez votre idée vous-même, et je pense pas que ce soit une série qui soit désagréable à regarder. La seule série que je déconseille, c'est Iron Fist, la saison 1, parce que tout simplement c'était mauvais et que ça va vraiment pas grand intérêt. Ça n'allait pas très loin, en l'occurrence. Je pense même, j'ai commencé à regarder la saison 2 là, et j'ai l'impression qu'on peut regarder la saison 2 sans avoir vu la saison 1. Très honnêtement. En l'occurrence, donc il y avait Luke Cage qui était un peu ce cas limite, où on avait ce style, avec quelques cliffhangers dedans, mais ça tenait encore juste la route. Et après, on a eu Iron Fist et The Defenders qui ont montré que ce principe, ils n'arrivaient pas à le tenir, quoi, que ça demandait une très grosse rigueur d'écriture, et que si on n'avait pas les scénaristes et le créateur derrière pour que ça marche, notamment Scott Buck a été beaucoup critiqué, le créateur de la série Iron Fist, aurait a priori sur la saison 1 fait des choix très mauvais. Je sais pas exactement, je me suis pas encore renseigné sur la question. D'ici à ce que je fasse mon retour sur la série, la saison 2 d'Iron Fist, je pense que j'aurais fait des recherches et je vous en parlerai. S'il y a matière, quoi. En l'occurrence, ce style s'est donc arrêté, clairement, à partir des saisons 2, de cette deuxième phase qui a commencé donc avec la saison 2 de Jessica Jones. Et le premier truc qui est flagrant dans cette saison-là, c'est qu'il y a des cliffhangers beaucoup plus présents que dans les premières saisons. Mais beaucoup plus présents. Je dis des bêtises, ça avait commencé avec Luke Cage, pardon, qui est sorti avant. Et c'est pareil... Non, je dis des bêtises, je l'ai vu à l'envers. C'est Jessica Jones qui a bien lancé, excusez-moi. On a eu Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, et maintenant on va voir Daredevil, saison 3. Donc en l'occurrence... on a eu comme ça des séries qui d'un seul coup ont réintroduit des principes qui à la base étaient très télévisuels. Le cliffhanger de fin d'épisode, le principe que chaque épisode est une bulle avec un suspense, une scène d'action qui doit être en général bien casée. Je caricature, mais il n'y a quasiment pas un épisode où on n'a pas une scène d'action dans Jessica Jones et dans Luke Cage. C'est clair, ça fait du coup des séries que je trouve meilleures, qui ont gagné en qualité. En tout cas, dans le cas de Luke Cage, je suis assez... catégorique là-dessus, mais je ferai une critique bientôt dessus, plus précise. Dans le cas de Jessica Jones, justement, c'est un contre-exemple, c'est pour ça que je vous explique tout ça. Le fait d'avoir mis des cliffhangers et d'avoir forcé un peu des scènes d'action, ça amoindrit un peu la série qui jusque-là avait réussi à un effet de tension très réussi grâce à l'antagoniste de la saison 1, mais j'expliquerai ça après. Et qui en plus avait, je trouve, un ton et une atmosphère qui ne prêtaient pas forcément à de l'action ou à de la... scène de combat comme ça à tout va. Là où c'est un peu plus dans l'ADN de Iron Fist par exemple, ou même de Luke Cage qui se vend beaucoup comme un héros physique. Harlem, il vient, il arrête les gens physiquement.
Tandis que justement, Jessica Jones n'est pas une héroïne, elle est détective. La saison 2 commence, elle est détective de nouveau. Elle fait des choses limites moralement, voire très 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 limites. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui a une propension à l'action. Et je crois qu'à un moment donné, ils ont voulu un peu casser cette sensation que Netflix faisait quelque chose d'un peu, je caricature, un peu égo-trip, en justement se permettant de remettre ces grosses ficelles de séries télé. C'est une série de super-héros, donc il y a de l'action et des combats, à main nue évidemment. C'est une série tendue, intéressante, donc il y a des cliffhangers à chaque épisode, et donc c'est un poil forcé. Et c'est dommage, parce que ça enlève un peu de caractère. Un des trucs que j'ai trouvé un peu flagrant en voyant, puisque là, pour l'instant, j'ai vu Jessica Jones et Luke Cage saison 2, je viens de commencer Iron Fist, les saisons 2 de chacun de ces personnages, et je me rends compte que ça s'est standardisé. Les saisons 1 avaient, je pense, un peu plus de personnalité, exception faite d'Iron Fist, qui au contraire gagne de la personnalité dans la saison 2. En l'occurrence, c'est dommage, et c'est un petit peu... La limite du système Netflix, elle est là. Ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas s'éloigner autant que ça pour l'instant, peut-être que ça reviendra, de séries, entre guillemets, de super-héros de télé, où les gens sont habitués à avoir de l'action et des cliffhangers. C'est un peu un cliché, je pense que petit à petit, ils vont s'en éloigner, et tant mieux. On aura des séries plus dans l'ADN d'une série comme Légion, par exemple, dont je vous ferai une critique globale de saison 1, saison 2 bientôt. Excellentissime série, hein. Si vous n'avez pas vu, regardez ça, c'est génial. Donc... A contrario, justement, les séries de Defenders se sont un peu standardisées. Ça reste du standard haut level, mais ça reste du standard. Et le fait d'avoir remis des cliffhangers et des scènes d'action un peu plus forcées dedans, ben ça a fait perdre, je trouve, un petit peu de vraisemblance et de qualité d'écriture. Voilà, je voulais juste faire un petit aparté, pardon. Je voulais juste faire un petit aparté, donc, sur cette nouvelle, entre guillemets, direction. Enfin, c'est pas vraiment une direction, c'est plus une nuance. Cette torsion qui, quelque part, va enlever un peu de personnalité à ces séries-là, et qui me donne à penser, dès le départ, dès que j'ai vu Jessica Jones, que j'ai pu confirmer ensuite avec Luke Cage, que malheureusement, on allait avoir un peu une saison 2 de The Defenders, je pense, tout aussi forcée que la première, malheureusement. J'espère pas. J'espère qu'ils vont mieux s'en sortir. Mais je suis un peu inquiet, je pense qu'ils vont encore vendre ça. Comme je disais dans ma critique de The Defenders, l'enjeu c'était que les personnages se croisent et aient de vrais enjeux ensemble, parce qu'ils ont de vrais enjeux à partager et à discuter. Ils ont réussi à créer des personnages avec des personnalités très différentes et qui donc ont des enjeux très différents, et je trouvais ça vraiment très bon dans The Defenders. Mais malheureusement c'était handicapé par une proportion à la scène d'action forcée entre tous les quatre. Il faut qu'on les voit se battre tous les quatre, machin blabla. Et bien qu'on avait Jessica Jones dedans pour mettre de l'ironie et dire non mais sérieusement quoi, on va pas commencer à se bastonner, tout ça, c'est absurde. Et à se moquer du fait qu'ils se battent contre des ninjas, hein, ce qui était un peu le truc de la saison 1 de The Defenders. On n'avait malheureusement pas assez de recul dans l'écriture réellement pour éviter ce genre de ficelle. Bref, c'est dommage, mais je pense qu'on va aller malheureusement vers ça. On verra, si je me trompe tant mieux, mais je pense qu'on va de nouveau avoir une sorte de réunion des personnages autour simplement du fait qu'ils doivent se battre contre plusieurs personnes et que pour une fois il faut qu'ils soient 4, alors que d'habitude Daredevil il gère 12 mecs tout seul. Enfin, voilà, je caricature, mais c'est un petit peu la limite de forcer la réunion de ces personnages dans une série comme The Defenders. Mais j'y reviendrai une autre fois, je ferme la parenthèse. Donc, la série The Defenders, oui j'avais oublié de le dire, autre petite parenthèse, je vais faire une grande recap sur toutes ces séries, mais j'en ferai une spéciale aussi bientôt sur le Punisher, mais pas seulement sur la série télé qui fait donc partie de l'univers Defenders, puisque The Punisher arrive dans la saison 2 de Daredevil, et qu'il a eu sa saison à lui, et que c'est très intéressant, et je ferai une critique dessus. Mais je vais pas faire une critique de la série tout seul, je vais aussi regarder les films qui avaient été faits jusqu'à présent. Il y en a 3, je vais tous les regarder, je les avais déjà vus mais je vais les remater. On va faire une review de tout ça, une grande review de tout ça, et on fera une review à la fin sur la série télé. Je pense que ce sera très amusant. Voilà pour la petite parenthèse. Donc je vais pas inclure The Punisher dans ma critique de The Defenders parce qu'il fait pas partie des Defenders, mais, sauf surprise, hein. Mais je vais, je pense, avant que la saison 2 arrive, vous proposer une grande récap de ce qui s'est fait au niveau film et série télé sur le Punisher. Alors, avant de commencer cette recap sur Jessica Jones saison 2 plus précisément, je tiens à dire que c'est compliqué de faire une recap d'une série quand il y a 13 épisodes. Ça fait grosso modo 13 heures. De faire une recap sur 13 heures, ce serait compliqué sans spoiler. Donc je ferai une petite partie spoiler à la fin, voilà, vous êtes prévenus, mais je vous le redirai. Et puis je vous conseille de regarder la série avant d'écouter cette review de toute façon, parce que c'est au minimum intéressant. C'est du bon taf, Jessica Jones saison 2 a priori.
Personnellement, j'ai beaucoup aimé la saison 1 de Jessica Jones. Je trouve que c'était la meilleure série de toute la série The Defenders. Je sais que c'est un avis qui n'est pas partagé, beaucoup de gens mettent Daredevil saison 2 devant et Luke Cage d'ailleurs, mais moi non, je pense vraiment objectivement que, le plus objectivement possible, que c'est vraiment Jessica Jones qui était la plus tendue, la mieux écrite et la mieux réalisée. Il y avait vraiment ils avaient atteint un niveau là, je pense, où j'aurais aimé qu'ils aillent pour les séries The Defenders et qu'ils osent garder cette exigence entre guillemets de vraisemblance et de tension qui est d'abord due à une tension psychologique, parce que ça fonctionne très très bien avec ces personnages-là. Ils sont beaucoup plus intéressants dans leur fêlure que dans leur scène d'action, clairement. Mais je reviendrai là-dessus. La saison 1 avait donc réussi à faire des 13 épisodes sous tension, grâce notamment à une ficelle excellente, c'est un adversaire absolument génial, qui avait le pouvoir de contrôler les gens, l'esprit des gens, et qui en plus était un sadique immoral. Donc ça donnait un personnage horrible qui se permettait tout, donc on comprenait qu'il avait séquestré, manipulé donc avec son pouvoir Jessica pendant des années, qu'il l'a visiblement violée à répétition, enfin c'était horrible, tout en se faisant complètement croire que c'était une histoire d'amour, enfin un personnage horrible, donc personnage qui était joué par David Tennant et qui s'appelait Kilgrave et qui était excellent, qui créait vraiment une tension sur les 13 épisodes, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est 10 ou 13 épisodes la saison 1, je crois que c'est 13 épisodes, il nous surprenait, quoi. C'est-à-dire, on avait des cliffhangers de fin d'épisode qui étaient souvent liés à lui, mais du coup, c'était parce qu'il était sans limite, le gars. Et je trouvais ça vraiment, pour le coup, une grosse réussite de la saison 1. Ça mettait une tension complète. On a regardé cette série avec ma compagne, mais vraiment en flux tendu, quoi, en étant en mode... à chaque fois, on était relancé par ce personnage et par le fait qu'on pouvait s'attendre à tout. Le moindre personnage que Jessica rencontrait, on pouvait s'imaginer qu'il était manipulé par Kilgrave pour lui dire des choses et tout ça. Donc c'était juste génial et ça mettait une tension globale... pour le coup de très très haute facture, mis à part peut-être les 2 derniers épisodes qui passaient un petit peu plus en mode automatique. J'étais moins fan de la conclusion notamment, mais j'en ai parlé dans mon analyse de la saison 1. Et du coup, se poser la question pour la saison 2, est-ce qu'ils allaient réussir à retrouver une tension comme ça, sachant que le personnage de Kilgrave ne serait plus là? Pitch, allez, on va pitcher d'abord. Jessica est redevenue détective, toujours solidement accrochée aux affaires de tromperie et à l'alcool bon marché. Soutenue, souvent littéralement, par Malcolm, son apprenti bénévole, Jessica subit la pression de Trish, qui fouille dans son passé sur les traces de ceux qui l'ont transformée en monstre, selon elle. Opposée à l'obsession de Trish, qui cache autant un désir de l'aider que de devenir une héroïne, Jessica doit aussi faire face à une nouvelle menace, un tueur de personnes à pouvoir, à la force herculéenne et à l'agilité démentielle. Dans le même temps, Price Cheng, un concurrent détective privé, cherche à racheter Alias Investigation. Et Jerry Hogarth demande une aide urgente à Jessica car les collaborateurs de son bureau d'avocat essayent de la congédier. En effet, Jerry vient d'apprendre qu'elle est diagnostiquée d'une maladie grave, qui ne lui laisse que quelques années à vivre. Et pour couronner le tout, le nouveau concierge de l'immeuble de Jessica cherche à l'expulser. Donc voilà, c'est un spoiler, j'ai essayé de spoiler le moins possible, c'est un résumé un petit peu long, mais c'est difficile de pas spoiler en faisant un petit résumé de 13 heures, encore une fois, d'une série, et sinon vous comprendrez pas où je vais en venir dans mes critiques. Là, je vous ai juste donné les amorces, vraiment, c'est premier, grand max, 2e épisode, ce que je viens de dire là. C'est une saison donc qui est bien pleine, et je dis ça dans le bon sens. J'avais dit que la saison 1 était très bien écrite, et honnêtement la saison 2 aussi. Melissa Rosenberg a fait vraiment, encore une fois, un super taf de direction, d'écriture et de création. Sans spoiler, l'histoire principale approfondit le passé de Jessica, et encore une fois, il y a beaucoup de finesse dans cette réécriture. Je donne un exemple parmi d'autres, c'est le rapport aux cendres de sa famille, qui je trouve est peut-être visuellement un peu spé, un peu kitsch, mais dans les faits, c'est très intéressant comment Jessica se confronte au décès. Je trouve que c'est vraiment bien réussi. Et ça donne un élément de mise en scène étrange d'avoir ces boîtes là avec des cendres dedans. Vous verrez par vous-même. Il y a aussi la certitude de Jessica qu'elle est devenue cynique après l'accident de sa famille. Qui est en fait bien remise à mal dans l'histoire. Et de manière très profonde. Ça aussi, j'ai trouvé ça très bon de casser les certitudes de création ou du personnage, alors que le personnage a clairement eu un passé compliqué, un passé qu'on découvre encore plus dans cette série, puisqu'on voit aussi la période où elle quitte la famille de Trish, la mère de Trish, pour aller s'installer toute seule, qu'elle rencontre pour le coup son petit copain.
de l'époque. Et du coup, ça, tous ces éléments-là, je trouve, sont amenés avec beaucoup de finesse. On reconnaît beaucoup ce qui a construit le personnage, tout en étant, et d'ailleurs, elle, aussi bien elle que Trish, ou leur mère, en l'occurrence, leur mère adoptive. Et ça donne beaucoup de densité, je trouve, à l'histoire, et à la saison 1 d'ailleurs. Je trouve que c'est vraiment une saison 2 qui alimente très très bien la saison 1 pour le coup. Les histoires secondaires, du coup, sont plutôt bien gérées aussi. On a Trish qui fait face à une addiction et qui a besoin de reconnaissance, et c'est plutôt hardcore globalement. On voit vraiment le passé de la fille star qui a été le jouet de sa mère, mais qui se rend compte que bah, elle veut plus que la célébrité en fait. Elle est déjà quelque part une enfant gâtée de la vie, et elle réussit très bien, mais elle veut plus que ça, donc il y a un côté comme ça, sale gosse, mais en même temps compréhensible, et son addiction à la drogue n'arrange rien. C'est vraiment plutôt bien écrit aussi, je trouve. Même si on peut... non, je reviendrai après sur les critiques faites à la série, que je peux entendre, mais que je trouve pas forcément légitimes. Globalement, l'histoire de Trish est bien amenée, hein. Son déni, le déni de ce qu'elle veut la rend vraiment plus crédible. Il donne beaucoup de chair au personnage. Je trouve pour le coup l'actrice un peu en deçà en termes d'interprétation, mais c'est aussi ce que je disais dans ma critique des saisons 1 de ces différentes séries. Mis à part éventuellement Kristen Ritter qui joue donc Jessica Jones, Charlie Cox qui joue Daredevil, et comment il s'appelle, Wilson Fisk qui est joué par un super acteur, Vincent D'Onofrio. Globalement, le casting global des séries Defenders, c'est de la série télé. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui surnagent au-delà de ça. Et quand ils prennent des acteurs de cinéma, que ce soit Scott Glenn ou Sigourney Weaver, ils leur font jouer des choses, je pense, qui se voudraient cinématographiques, mais qui finalement n'en gagnent pas la densité. Globalement, c'est ma sensation du casting, même en ayant vu la seconde saison de Luke Cage et la deuxième saison d'Iron Fist. Pour l'instant, j'ai vu une grosse partie. On sort pas d'un casting qui reste un casting télé, et dans ce sens-là, les acteurs ont forcément moins de temps pour interpréter leur personnage, tout est beaucoup plus rapide. Donc je critique un petit peu les performances des différents acteurs, mais en même temps, je sais que c'est un contexte qui ne facilite pas le jeu. Il a la profondeur par rapport à son personnage. Et c'est dommage, parce que pour le coup, le personnage de Trish est très bien écrit, on se souvient que l'actrice a pas... Je trouve pas qu'elle ait eu le temps d'aller au-delà un peu de son jeu de la saison 1, ce qui est quelque part dommage. Même si, encore une fois, c'est plutôt bien joué tout au long de la saison. C'est vraiment une appréciation histoire de chipoter, quoi, pour le coup. Malcolm en serpillière de Jessica qui finit par se révolter est très bien aussi, l'acteur est bon, il n'y a pas de souci. C'est peut-être un peu plus un trajet secondaire, on sent qu'il est un peu plus un outil dans cette saison que dans la saison 1, mais la conclusion de son histoire vaut le coup pour le coup, et ça augure d'une saison 3 vraiment intéressante, notamment dans ses rapports avec Jessica, je spoile pas. Mais surtout pour moi l'histoire secondaire qui fonctionne très très bien et sur lequel la série quelque part s'alourdit, hein, limite, hein, on se demande au bout d'un moment où elle va en venir. C'est l'histoire de l'avocate Jerry Hogarth, qui est jouée par Trinity. J'ai oublié son nom. L'actrice qui joue Trinity. Là, ça me revient pas. Bon, non, ça me revient pas. Ça me revient peut-être plus tard. Bref. Je trouve son histoire, l'histoire de Jerry Hogarth, est très très bien écrite dans cette saison-là. On sent vraiment l'individualiste cynique et violente, confrontée d'un seul coup à sa propre finitude, comme ça. C'est globalement ce qui est écrit sur le personnage, je trouve juste, voire même très juste. Il y a ce côté, le déni, ensuite on commence à chercher des solutions complètement abracadabrantesques, des médicaments achetés en Russie sous le manteau, je caricature quasiment de la sorcellerie, absolument tout pour s'en sortir. Ça ressemble bien à un personnage qui quelque part était froid et dur, tant qu'elle était quelque part dans une sensation d'être au-dessus des autres et d'être quelque part immortelle, et d'un seul coup avec sa finitude, tout se casse la gueule, quoi. Elle se rend compte qu'elle a aucun rapport familial, qu'elle a fait du mal à ses amis, à ses très 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 proches, puisque dans la saison 1, elle était en pleine séparation avec son ex. Pour vous donner un petit peu le pédigré, dans la saison 1, elle est en pleine séparation avec son ex qui finalement se fait tuer à cause d'elle, et elle fait accuser sa copine du moment du meurtre de son ex, enfin, qui est donc en prison, là, hein, son ex-ex. Est morte et son ex est en prison. Enfin, vous voyez le genre du personnage, quoi. Donc c'est quelqu'un de très noir, comme ça, de très petit, humainement parlant, et d'un seul coup, du fait d'être confronté à cette maladie mortelle, bah, elle est ramenée à ça. Et du coup, c'est tellement vraisemblable, ce réflexe face à la maladie mortelle, que voilà, les images d'Épinal de la dignité, vous savez, face à la maladie mortelle ou face à la mort, je trouve que cette série-là montre bien que c'est quelque part très absurde, c'est beaucoup du cinéma, ça.
en général, on n'est pas du tout fier face à la mort. On pleure, on flippe, on est désagréable, on est agressif, on est dans des réflexes qui sont tout à fait normaux, c'est d'ailleurs pour ça qu'en général, on essaie de mettre les gens qui sont dans ce genre de cas à l'hôpital, parce que c'est des gens qui deviennent socialement très hiératiques, parce que tout simplement, ils peuvent agir bien, mais réfléchissez bien, la plupart des gens agissent bien parce qu'ils en récupèrent les bénéfices. Si demain, vous savez que vous allez mourir, est-ce que vous avez encore un intérêt à agir bien, à être doux, parce que vous n'en récupérerez pas les fruits, mais pas du tout. C'est quelque chose de très complexe. Je dis pas que c'est bien de penser comme ça, mais je dis juste que ça ressemble à notre époque d'avoir ce réflexe à un moment donné, je trouve, d'autoconservation, de dire bah, le peu de temps que je suis là, je vais en profiter, et je vais du coup, je suis sûr que je vais mourir, autant tout exploser. Il n'y a pas de raison de continuer à jouer au jeu de la vie sociale, des masques, et ainsi de suite, sachant que je vais plus du tout en bénéficier, ou pour très peu de temps. Donc il y a quelque chose d'égoïste, mais je trouve quelque part là tellement réaliste face à cette angoisse terrible de la fin. Personne n'a la réponse, hein, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que la mort, qu'est-ce qu'il y a après, ainsi de suite. Donc tout ce qu'on construit dans la vie a quelque part pour but d'être consommé dans la vie. C'est pour ça que quand on nous dit qu'on va mourir, c'est terrible. Et là, je trouve vraiment que c'est la grande réussite de cette saison. On a une histoire secondaire qui répond parfaitement au thème de la série. Les thèmes principaux sont la solitude, hein, la perte des êtres chers, les rapports familiaux extrêmement tendus, voire noirs, l'addiction. C'est les thèmes principaux sur lesquels tourne toute la série, et pour le coup, ils ont inséré presque Jerry Hogarth dans cette saison-là de manière encore plus intime. C'est assez génial d'avoir réussi ça. C'est déjà le cas dans la saison 1, hein, comme je l'ai expliqué, avec l'histoire de sa compagne et tout ça, mais et des tromperies qu'elle fait à sa compagne. On n'ayant en plus aucune morale. Pour vous donner un petit peu l'absence totale de morale du personnage, elle est en plein divorce avec son ex, et elle emmène sa nouvelle copine dans le même restaurant où elle a demandé la main à son ex. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un comme ça qui a absolument, quelque part, aucune limite émotionnelle. Et là, du coup, elle y est confrontée terriblement, et du coup, elle devient encore plus humaine. Et là, pour le coup, la performance de l'actrice, zut. Oh, c'est pas vrai. Elle est très très bien en plus, pour le coup. Je trouve que c'est son meilleur rôle. Je ne l'avais jamais vue dans un aussi bon rôle. Elle est beaucoup plus connue pour Matrix ou pour son rôle dans Memento. Mais là, pour le coup, qu'est-ce qu'elle joue bien. J'y crois complètement à son personnage de Jerry Hogarth. C'est vraiment très très bon. Et son rapport comme ça à la mort, à son propre corps, il y a plein de séquences qui sont criantes de vraisemblance, où elle se regarde la main, elle commence à se voir dans le miroir différemment. C'est vraiment, vraiment excellent. Ou les séquences où elle va s'occuper de Jessica qui est en prison, comme d'habitude, pour la faire sortir, et où elle a des nausées, elle se sent pas bien. Enfin, je trouve que l'actrice est impeccable de bout en bout. Zut, je retrouve vraiment pas son nom, il n'y a rien à faire. Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Hugo Weaving, donc ça c'est le cast de Matrix, et elle c'est... Zut, je l'avais presque, je l'ai sur le bout de la langue, bon peu importe, c'est pas grave, je vais les retrouver. Et du coup, globalement, que ce soit Jessica Jones saison 1, saison 2, c'est la série de The Defenders la plus sombre et ambiguë. Jessica est un assassin, clairement, hein, si vous voyez la saison 1, vous comprenez ce que je veux dire. Et en plus, elle est égoïste, mais des fois, mais de manière très violente, hein, notamment vis-à-vis de Malcolm. Je trouve que c'est beaucoup plus flagrant dans cette saison qu'elle est vraiment, par moments, excusez-moi l'expression, c'est un peu une connasse, quoi. Il y a vraiment des moments où il cherche réellement à l'aider, et elle est dans une sorte de rejet quasi pathologique, qui est vraiment celui d'une alcoolique, pour le coup. Ça commence vraiment à fonctionner, je trouve. On a Trish, de l'autre côté, qui est une mégalomane, toxicomane, et on voit vraiment ses excès de mégalomanie et ses excès de toxicomanie, ça fonctionne. On a Malcolm qui est un séducteur sans scrupules, ça c'est un peu plus, comme je disais, secondaire, parce que c'est un peu hors champ, et c'est dommage parce que je pense pas que ce soit aussi anodin que lui soit comme ça, en ancien toxicomane qu'il était, et comment dire, en constante rémission d'une certaine manière comme il est, quoi. Le fait qu'il soit un peu une serpillière pour Jessica, ça lui donne un beau rôle, là où en fait c'est un peu un enfoiré, voire beaucoup, et on le voit à un moment donné manipuler des femmes durant la saison de manière très sèche et très laide, en passant par des sites de rencontres, et tout ça. Il y a quelque chose comme ça d'assez... le passer par des sites de rencontres, c'est pas laid, c'est comment lui il le fait qui est laid. C'est très intéressant, je trouve, pour le coup, et ça fait de lui aussi un personnage ambigu, mais ils insistent moins là-dessus, ce qui fait que ça lui donne un petit peu le beau rôle, quelque part dans cette saison. Ça m'a un peu dérangé à cet endroit-là. Il y a vraiment comme ça, tous les personnages sont ambivalents très fortement. Je trouve que c'est une des séries où c'est le plus flagrant, et on voit que dans les autres séries, quelque part, essayent de prendre le pas, mais ils n'arrivent pas à cette densité-là, je trouve.
Et je pense que quelque part, ce côté très très ambivalent explique un peu le désamour de cette série, qui est pourtant très bien écrite. J'ai vu beaucoup de critiques, hein, encore une fois sur ces saisons 2, dire toujours que Luke Cage c'est très intéressant, et que Jessica Jones c'est un peu la même chose, on la retrouve à chaque fois à boire de l'alcool, machin. Moi je trouve ça assez hallucinant, puisque Luke Cage il a un trajet qui pour le coup est beaucoup plus linéaire. Dès les saisons 1 il te dit il veut défendre Harlem, saison 2 on arrive à le provoquer pour qu'il retourne défendre Harlem, et il recommence à avoir les mêmes problèmes. Donc c'est pas forcément... C'est un personnage qui stagne pas mal entre ces deux saisons d'ailleurs. Dans The Defender, je trouve pas qu'il apprenne quelque chose de fondamental, Luke Cage pour le coup. Et en l'occurrence, on sent beaucoup plus l'impact que ça a eu sur Jessica Jones. Mais ma petite théorie perso, c'est aussi que on est encore quelque part habitué à s'intéresser aux intrigues des personnages masculins. Je sais, ça fait très féministe de base de dire ça, mais je trouve qu'il y a tellement peu de séries comme ça, de super-héros, avec des héroïnes, ou quand on aborde des sujets qui sont très simplement assez femmes, pas forcément des sujets féminins d'ailleurs, hein, ben ça crée une sorte de distance comme ça. Alors je sais pas pourquoi, franchement j'ai du mal à comprendre, parce que à chaque fois je me dis, si à la place de Jessica Jones on met John Jones, je caricature, parce que c'est un combattant de MMA donc ça n'a rien à voir, mais bon, on met un mec, quoi, on met John Jones, et qu'il vit les mêmes choses, je suis quasiment sûr que le public... qu'il y aurait des critiques plus positives. Je sais pas pourquoi je suis convaincu de ça, il y a quelque chose comme ça d'une sorte de machisme bizarre et déplacé sur cette série que je comprends pas. Parce que, aussi bien la saison 1 que la saison 2, je trouve pour l'instant que c'est ce qui s'est fait de mieux dans cette série-là. Bref, en l'occurrence, vous connaissez mon point de vue, je suis un peu en porte-à-faux ça par rapport aux critiques internet qui ont tendance à beaucoup aimer Daredevil, à vraiment donner beaucoup de qualité à Luke Cage, et parfois des qualités qu'il n'a pas d'ailleurs dans la série, je trouve, notamment sur la saison 1. Mais globalement, ils disent que Jessica Jones c'est bien, mais genre ils le mettent à peine au-dessus d'Iron Fist, quoi, ce que je trouve hallucinant. Parce qu'on n'est vraiment pas dans le même niveau d'écriture, de réalisation et de qualité. Et pour moi, encore une fois, ça reste la meilleure série, et la saison 2 n'a fait que me conforter dans cette idée-là, sachant que pour l'instant j'ai vu la saison 2 de Luke Cage que j'ai trouvé très intéressante, et la saison 2 d'Iron Fist qui est pour le coup, je trouve aussi très intéressante. Mais je l'ai pas encore vue jusqu'au bout, donc je vais pas dire trop de bêtises. Et je suis obligé de le dire, Jessica Jones c'est la meilleure série, notamment parce que le scénario est très très bon. Parce que si on doit s'arrêter sur les défauts de la série, oui on tourne un petit peu autour d'histoire, on voit les limites du jeu d'acteur, aussi bien du personnage de Malcolm que de l'actrice qui joue Trish. Je trouve qu'à un moment donné, je me demande si elle va réussir à tenir encore le coup avec un personnage comme ça, parce que je trouve qu'elle est déjà un peu limite dans son jeu, un peu stéréotypée, je suis pas certain. Il y a des moments, il y a des maquillages qui aident beaucoup, je pense, à la crédibiliser, mais... Je sais pas ce que vous en avez pensé, hein, mais je trouve qu'elle pour le coup, elle a des limites de jeu, cette actrice qui me, pour le coup, pose problème, parce qu'elle est très importante dans la série. Bref. Problème que je n'ai pas eu, par exemple, dans Daredevil, où Charlie Cox porte la série à bout de bras, mais en face, t'as Vincent D'Onofrio, quoi, qui est quand même un putain d'acteur, excusez-moi, pour les gros mots. En l'occurrence... donc le scénario de la saison 2 de Jessica Jones c'est très très bon, même si c'est clair, comme je le disais un peu en préambule, la réalisation reste relativement standard. J'ai trouvé c'était plus inspiré dans la réalisation la saison 2 de Luke Cage par exemple que celle de Jessica Jones, mais je reviendrai sur Luke Cage dans ma critique. Là j'ai pas forcément d'image très forte en tête, paradoxalement. C'est plutôt des situations qui me reviennent et qui sont très très fortes. C'est pour ça que je pense que le scénario est au-dessus, et que la réalisation je l'ai trouvée haut de gamme, certes, vraiment bonne, mais standard vraiment. Je trouvais que la réalisation courait un petit peu derrière le scénario, et comme le scénario est de qualité, bah, ça donne une bonne série avec quelque part une réalisation de haute qualité, donc ça forcément ça s'alimente bien, entre guillemets. Au moins la réalisation ne contrecarre pas la qualité de l'écriture. Mais c'est clair que si vous aimez pas ce genre de type de réalisation, on va dire série télé américaine mainstream, je caricature, c'est pas un feuilleton, mais c'est juste la qualité au-dessus, ouais, c'est pas sûr que vous aimerez la série, hein. Même si je trouve que pour le coup, dans le cas de Jessica Jones, c'est vraiment dommage de passer à côté d'une série qui écrit aussi bien ses personnages, et qui parle sous couvert de thèmes super-héroïques, traite de sujets complexes, comme je le disais avant, la solitude, la perte des êtres chers, l'addiction... ça en parle vraiment très très bien, les rapports familiaux, difficiles. Je trouve que la série à cet endroit-là est très très bien foutue, hein. C'est du beau travail. C'est une série brillante sur la famille et sur les rapports à la mort. Je trouve vraiment qu'elle est brillante. Mais je peux pas en dire plus maintenant, je pense que je vais commencer à spoiler si je développe un peu plus.
Donc je vais m'arrêter là pour ceux qui n'ont pas vu la série. Je vous souhaite un bon visionnage de cette saison 2 de Jessica Jones. Si vous n'avez pas eu la saison 1, matez-les une et les deux derrière, c'est très très bon. Vous connaissez la règle, hein, Twitter, Instagram, Facebook, et ainsi de suite. N'hésitez pas surtout à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Pour les autres, on enchaîne tout de suite avec une partie spoiler que je ne vais pas faire trop longue parce que j'ai d'autres choses à faire. Veuillez m'excuser. La partie spoiler, je voulais parler simplement d'un élément, de l'élément principal de la série. Hein. Donc, on est d'accord, on est entre amis, vous avez écouté la saison 2, vous l'avez vu, donc j'y vais, je lâche le gros spoil. Le tueur donc de cette saison 2, comme vous le savez, donc la mère de Jessica. Et personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment de l'écriture de très très grande qualité. J'ai trouvé les dialogues entre Jessica et sa mère complexes, bien écrits. Et l'actrice qu'ils ont choisie pour jouer sa mère joue très très bien, c'est bluffant. C'est bluffant, j'ai trouvé qu'elle était globalement systématiquement au bon endroit, systématiquement dans une intensité comme ça, on arrive tout à fait à croire que elle est ce monstre constamment qui a du mal à gérer sa colère et qui a une force herculéenne quasiment digne d'Hulk par moment, je caricature à peine. J'ai trouvé que, oui, l'actrice s'appelle Janet McTeer, et ben pour le coup, elle est superbe dans ce rôle. Elle apporte comme ça un niveau d'interprétation que je trouve vraiment au-dessus du niveau de la série, à tel point que je trouve que Kristen Ritter a du mal à la suivre par moments, très honnêtement. J'y ai cru tout de suite, j'ai cru tout de suite à sa colère, tout de suite à ses accès de violence, c'est assez incroyable. Et comme ils ont plutôt bien géré le fait que, j'ai pas l'impression que ce soit une actrice qui fasse des scènes de combat, hein, d'action. Les rares moments où elle se met en position où elle est crédible, et comme la série insiste pas trop sur ses gestes à elle, bon, ça se voit par moments qu'elle sait vraiment pas se battre, et du coup c'est pas très crédible, tous les effets spéciaux sont pas réussis, hein. Comme je dis, c'est une réalisation malheureusement un peu trop standard, ça manque un peu d'ambition, c'est dommage parce qu'il y a vraiment des séquences qui auraient pu être magnifiques, des séquences d'action qui auraient pu être magnifiques, si ça avait été un peu plus ambitieux, mais bon voilà, hein, c'est une série dans des séries, donc il y a un côté comme ça formaté. Mais encore une fois, c'est le rapport qui fonctionne très très bien. Les deux éléments qui me restent en tête et que je trouve très très bons, c'est déjà le fait que la mère de Jessica la détrompe en lui disant qu'elle a toujours été une gamine cynique et qui s'habille en noir, écoutait du gothique et tout ça, et que d'ailleurs il se prenait beaucoup la tête, et, elle et sa mère à cause de ça, mais en même temps sa mère l'aimait beaucoup parce que elle était comme ça. Donc déjà j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle détrompe Jessica là-dessus en lui disant voilà, t'étais comme ça avant, t'as toujours été un peu... tu utilisais quelque part, elle lui dit, tu utilisais ta famille et ton histoire dramatique pour justifier ton caractère de merde, et le fait que t'es une alcoolique et tout ça, mais en fait t'as toujours été un peu comme ça, t'as toujours été un petit peu asocial et ainsi de suite. Et ça je trouve ça super bon, ça ressemble au rapport de famille, ces fameux moments où vos frères, vos sœurs, vos amis, vos parents vous disent un truc et vous dites mais t'as toujours été comme ça, t'as toujours fait ça. Tu te dis merde, je pensais que j'avais commencé à faire ça il y a quoi, quand j'ai commencé à à vivre seul, quand j'étais comme ci, à cause de tel élément, bref, de tel événement de vie, c'est vraiment excellent. Ce passage-là, j'ai trouvé d'une vraisemblance et d'une justesse rare. Et tous les passages quasiment où la mère détrompe Jessica sur leur histoire de famille, c'est excellent. Sur le fait qu'elle allait quitter son père, et que Jessica, en tant qu'adolescente, s'était fait une image très idéalisée de ses parents, qu'elle avait le fait que Jessica se sentait coupable de l'accident, et que du coup sa mère, je trouve, agrandit très très bien le spectrum d'interprétation de leur famille en disant mais non, pas du tout, ton père voulait tout le temps tout contrôler, il conduisait plus mal que moi, je l'ai laissé conduire et il nous a tués. Ça c'est vraiment excellent, je trouve que c'est bien écrit, c'est bien amené, c'est une relecture en même temps de l'accident qui est un drame fondateur pour Jessica, ce qui amène Jessica du coup à se transformer dans la saison et à évoluer réellement vers une autre manière d'être qui est excellente. Bref, c'est brillant comme relation mère-fille. Et j'ai trouvé que ces deux exemples, hein, mais il y en a plein d'autres dans la saison, notamment des gestes que fait sa mère de manière... le fameux moment où elle tue le petit ami de Jessica, j'ai trouvé waouh, très fort en termes d'écriture. C'est hyper violent le rapport qu'ils ont après. C'est rare qu'il y ait des séries où on voit un personnage dire à ses parents je veux pas du tout être en relation avec toi, je te déteste et tu ferais mieux d'aller en prison, où on a du mal à le croire, mais là ça reste tellement présent dans la série que elle a tué son petit copain, et en plus pour de mauvaises raisons. Du coup on comprend tout à fait la résistance de Jessica à vouloir avoir la moindre relation avec cette mère-là. C'est vraiment excellent. Ça, c'est globalement du très beau travail. Il y a aussi le sous-texte un petit peu sur le personnage qui est joué par Callum Keith Rainey, qui est qui s'appelle le docteur Karl Marcus, et qui est
un peu le scientifique qui a transformé Jessica et sa mère en super-héros, en monstres comme ça, si on veut, hein, selon le point de vue. Et qui pour le coup, Callum Keith Rainey, c'est un acteur que j'aime bien parce qu'il était notamment dans la série Battlestar Galactica. Il jouait les Cylons qui s'appellent les Cylons pardon, qui s'appellent Leoben. Il est excellent. C'est un excellent acteur de série télé. Je trouve qu'à chaque fois qu'il interprète un rôle, il apporte quelque chose. C'est exactement l'acteur de gueule qui fait du bien une série télé parce qu'il apporte quelque chose. Et je trouve qu'il arrive constamment à être vraisemblable. Et là, pour le coup, c'est encore une fois le cas dans le rôle de ce scientifique qui a le fantasme de trouver une solution, de régler les maladies des gens et qui, sous prétexte complètement mégalomane, va créer des monstres et créer beaucoup de problèmes et de victimes. C'est très très bon, et notamment parce que il y a une vraie différence de point de vue entre la mère de Jessica et Jessica sur ce mec, puisque c'est le mec de sa mère, comme vous le savez. Et j'aime beaucoup les moments où ils ont cette contradiction, où t'as Jessica qui veut être en relation avec sa mère, qui quelque part pardonne sa mère, mais qui peut pas être en relation avec un mec qui transforme les gens en monstres, quoi. Donc voilà, et sa mère en même temps qui défend le point de vue de Carl en disant que voilà, il l'a aussi sauvé quelque part. Il l'a pas seulement transformé en monstre qui a du mal à gérer ses colères et qui est très dangereuse. Il l'a aussi sauvé. Bref, ça aussi c'est très bien écrit. Le personnage de Dorothy Walker, qui est la fameuse infirmière là, qui est dans la rue et qui commence à vivre chez Jerry et qui l'escroque. Séquence que j'ai trouvé pour le coup excellente, parce que quelque part, comme on est dans une série de super-héros, j'ai cru vraiment à cette histoire de guérison par un mec. Et quand ça tombe, du coup, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. C'est rare que les séries me surprennent, mais là, elle m'a surpris. Et j'ai trouvé tout ça, tout le rapport entre Jerry Hogarth et Dorothy très beau, très intéressant, très noir aussi. Même si je mets un petit bémol, j'ai trouvé que la fin, le fait qu'elle arrive à retourner son copain comme ça, en lui montrant en lui montrant même pas des lettres, en lui disant que voilà, il l'a plus ou moins trompé sur ce qu'il fait, machin, et que du coup elle rentre chez elle et qu'elle le tue tout de suite. Elle lui donne une arme et tout, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu rapide et un petit peu vite conclu pour montrer un petit peu la vengeance de Jerry. J'aurais aimé que ce soit un peu plus étalé sur un ou deux épisodes, qui est vraiment... Parce que Dorothy, jusque-là, a l'air d'être très intelligente, et d'un seul coup, vis-à-vis de son copain, elle est complètement idiote, enfin voilà. Même si je comprends l'idée d'écriture derrière ça, c'est que c'est quelqu'un de passionnel qui a du mal à réfléchir quand elle est amoureuse. Elle a quand même fait elle a quand même réussi à faire sortir son copain de prison, quoi, par amour, donc il y a un côté comme ça, elle n'a pas hésité à escroquer quelqu'un qu'elle détestait pas, quelque part, donc je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu expédié, mais ça, mis à part, leurs relations et les dialogues qu'ils ont sont très bons, le fait que ce soit que Dorothy soit une personne qui a été en cavale comme ça, qui d'un seul coup se retrouve dans un contexte extrêmement riche, avec quelqu'un qui a très peu conscience de ce qu'elle avait jusque-là, et qui d'un seul coup, confronté à la mort, s'en rend beaucoup plus compte, et donc ils ont cet ascenseur émotionnel d'une personne qui vient de la rue, qui retrouve le moyen de sauver son copain, entre guillemets, et de cette personne outrancièrement riche et forte socialement, qui d'un seul coup se rend compte que tout tient parce qu'elle reste en vie. Si elle meurt, bah, tout est perdu, entre guillemets, quoi. Et quand on est quelqu'un qui pense qu'à son travail, qu'à construire du capital social, professionnel, ben la vie passe avant tout, quoi. Je caricature à peine. Bref, j'ai trouvé vraiment l'écriture globale de cette saison de très très grande qualité, et je ne saurais trop vous en joindre. Si vous avez écouté cette partie spoiler sans regarder la série, vous avez eu tort. C'est vraiment dommage, mais regardez quand même la série parce qu'elle est très très bonne. Je voulais parler de ces éléments parce que aussi bien la conclusion, le meurtre de la mère de Jessica par Trish, que je trouve globalement en termes de triangle émotionnel, pas amoureux mais de triangle familial, c'est génial, c'est vraiment excellent. J'ai hâte de voir la saison 3. Bref, c'est du très très beau travail cette saison 2 de Jessica Jones, et j'ai envie de voir la saison 3 avec la confrontation entre Jessica et Trish vraiment profonde, puisque Trish se découvre finalement des pouvoirs grâce à l'opération du docteur Marcus qui a finalement marché. Et ça par contre c'est aussi... Ça aurait pu être cliché, dans pas mal de séries on dirait bah voilà, maintenant tout le monde a des pouvoirs, ça devient ridicule, et c'est vrai que c'est dans beaucoup de séries c'est ridicule, mais là ça marche tellement bien en termes de rapport entre les personnages que j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la saison 3. Bref, je vais m'arrêter là, j'ai fait assez long sur Jessica Jones saison 2, pour moi c'est un grand oui, c'est une excellente série, je vous enjoins à la regarder. C'est peut-être pas une série chef-d'œuvresque, entre guillemets, à la Légion par exemple, on n'est peut-être pas au niveau de Breaking Bad, faut pas que j'en rajoute, mais je trouve quand même que c'est de l'excellente écriture, et dans cette groupe de séries Defenders, c'est la série à regarder. Donc si j'ai un message à passer, matez Jessica Jones saison 1 et 2, c'est vraiment très bon.
c'est très bien écrit, c'est très juste. Et en plus, j'ai oublié de le dire, dans la saison 2, vous avez ce fameux retour de Kilgrave, cet épisode avec Kilgrave qui est encore une fois très bien écrit, encore une fois très bien utilisé, et qui montre à quel point le personnage de Jessica Jones a un problème aussi avec la violence. C'est excellent à cet endroit-là. Bref, je m'arrête là, je suis trop dithyrambique, je vais commencer à saouler mon monde. Merci de votre écoute, on se retrouve bientôt pour continuer notre chronique des Defenders, on va probablement faire une critique de Luke Cage. Et je vous dis à très bientôt pour un épisode de HO. Merci les copains, à bientôt, ciao ciao.